Salut l'équipe, je m'appelle Romain Auger, bienvenue sur le podcast De Rien. De Rien, c'est le podcast où nous allons explorer et cultiver ensemble notre potentiel financier. L'idée est de visiter des sujets divers et variés, tels que l'immobilier, les business et les side business, la bourse, les cryptos, en bref, parler de tout et de rien. Nous irons là où nous mène notre curiosité à travers des épisodes solo, des revues de lecture, des interviews, en fonction de nos coups de cœur et passions du moment. Alors attention, ici ce n'est pas l'élite, nous partons de rien. Et donc nous allons nous efforcer d'augmenter nos savoirs et nos succès de manière très pragmatique, que tu puisses te sentir avancer à chacun des épisodes écoutés. Plus de spé, moula, pes, thune, zeyo, lové, ou encore pour les plus anciens, du Grisby, ça ne rend pas plus heureux, mais ça y contribue un petit peu, non ? Alors si tu apprécies le morceau, n'hésite pas à me dire merci en commentaire, ou encore mieux en t'abonnant à ce podcast. Je ne manquerai pas de te répondre avec mon plus beau de rien. Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sors l'emoji livre. Pourquoi l'emoji livre ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai décidé de vous parler d'un ouvrage super qui est La Tribu des mentors et qui a été écrit par Timothy Ferriss ou Tim Ferriss. Alors avant de commencer, un petit peu de contexte, notamment sur l'auteur, Tim Ferriss. Alors ce gars, c'est une machine de guerre. Il a un blog, si tu veux plus d'informations d'ailleurs. Tim Ferriss, il a fait fortune au départ, il est devenu multimillionnaire en fait parce qu'il a créé une boîte de compléments alimentaires qui s'appelait Brain Quicken et donc qui a généré plusieurs milliers de dollars au départ et qu'il a finalement revendu derrière, je crois en 2009 si je dis pas de bêtises, et ce qui fait sa fortune de base. Alors de mémoire, il était ingénieur. Il a halluciné pour que le fait que sa boîte soit aussi peu productive, aussi efficace, donc il a voulu se lancer là-dedans, donc un petit peu en side business, et puis ça a plutôt bien pris, il a eu une belle réussite. Alors pourquoi également une machine de guerre ? C'est parce que ce monsieur, il a entrepris quand même pas mal de choses dans sa vie, avec beaucoup de réussite, donc notamment il a inscrit au livre du Guinness des records pour le nombre de rotations de tango le plus élevé en moins d'1 minute. Donc c'est quand même chouette. Je pense que pour être dans le Guinness, il faut une certaine rigueur et puis un certain nombre d'aptitudes pour aller au bout et y parvenir. Il a aussi remporté la médaille d'or du championnat national de Sanda en Chine en 1999 dans sa catégorie des moins de 74 kilos. Donc je connais pas trop la discipline, mais comme dans toute discipline, je pense qu'effectivement il faut aussi avoir un certain niveau et pas mal de skills pour arriver jusqu'ici. Alors Tim Ferriss, tu le connais peut-être pas via La Tribu des mentors, mais à travers sa bibliographie, ça va peut-être te parler un peu plus. Tim Ferriss est très connu puisqu'il a écrit La Semaine de 4 heures, donc édité en anglais en 2007 et un peu plus tard traduit en France courant 2010. Il a aussi rédigé Les outils des titans, puis Le corps en 4 heures et Être en chef en 4 heures, puisque tu as compris, il est petit à petit passé coach de vie, lifestyler, etc. Et puis donc le dernier, celui dont on va parler aujourd'hui, La Tribu des mentors en 2018. Juste pour te faire une petite aparté, donc je pense que la plupart des auditeurs connaissent Tim Ferriss à travers La Semaine de 4 heures. C'est le livre qui te fait échapper du travail de 9 à 5 et le fait de vivre où tu veux et rejoindre les nouveaux riches. C'est un petit peu la promesse du bouquin. Moi, je l'ai lu il y a assez longtemps que maintenant, en français, donc pas en anglais, ce qui dénature souvent un petit peu le texte. Et il faudrait que je le relise, donc de préférence en anglais. Moi, de mémoire, il m'avait pas laissé un super souvenir. Je t'explique pourquoi. Parce que de ce que je peux m'en souvenir, j'avais senti qu'il y avait pas mal de concepts et de choses qui n'étaient pas hyper applicables, et en tout cas pas hyper applicables à ma situation qui n'est pas entrepreneur ou solopreneur, mais qui est une situation de salarié. Et donc, je la trouvais forcément hyper orientée entrepreneur qui veut créer sa boîte en plein dedans. Et donc, pour le pauvre salarié que je suis, ça ne collait pas énormément.
Un chapitre qui m'a paru aussi une éternité, c'est l'automatisation des tâches et se libérer du temps. Alors je comprends l'essence, hein, d'autant plus maintenant, c'est d'autant plus d'actualité avec tout ce qui est IA, etc. Il y a un certain nombre de tâches qu'on peut automatiser pour se libérer, voilà, les tâches ingrates et avec une très faible plus-value finalement humaine. Néanmoins, à outrance, ça m'a pas laissé un bon sentiment. Voilà, j'ai l'impression qu'on déshumanisait aussi un certain nombre de choses, et c'est ce que je ressens parfois dans l'esprit de création notamment. Et je dirais même qu'il y a peut-être même des passages qui m'ont un peu choqué, notamment avec les assistants personnels indiens, je crois, et qu'il cite, où on a l'impression qu'il fait un petit peu du dumping, limite à payer des gens 3 francs 6 sous pour faire toutes les tâches ingrates du quotidien. Alors, attention, ce n'est que mon avis. Je pense que Tim Ferriss, voilà, c'est ce qu'il fait et il y a de très bonnes raisons d'évoquer tout ça. Mais bref, en ce qui me concerne, je dois vraiment le relire et voir si je change d'avis sur cet ouvrage. Au-delà du fait que la semaine de 4 heures m'a pas laissé un souvenir impérissable, j'aime bien quand je bouquine, moi, regarder les bibliographies des auteurs, en fait, et voir ce qu'ils ont fait d'autre. D'une part, si j'adore l'auteur, bah, je vais continuer à lire d'autres et je vais creuser, en fait, dans les ouvrages qu'il a fait. Et je n'aime pas non plus rester sur un premier avis. Et j'aime bien aller voir c'est ce qu'il a fait d'autres également. Et donc, ça a été le cas pour Tim Ferriss, où j'ai lu La Tribu des menteurs. Et là, par contre, c'est un énorme coup de cœur. Alors, La Tribu des menteurs, c'est quoi le principe? Eh bien, en fait, Tim Ferriss va mettre énormément de temps. Il va créer, en fait, des questions pour une interview, en fait. Donc, il a tout un processus sur lequel il se pose vraiment des questions pour lui à la base. Voilà, des questions qui pourraient l'aider à avancer dans sa vie ou qui l'ont fait buter à un moment donné dans sa vie. Donc, il va vraiment plancher sur ces questions. Il va ensuite plancher sur comment les formuler. Il va aller même jusqu'à se dire, OK, dans le contexte de l'interview, dans quel sens je dois les mettre pour faciliter les réponses, et notamment plutôt mettre des questions assez simples, assez légères en début d'interview pour aider en fait à mettre dans le bain les interviewés, et après des questions un peu plus complexes. Donc il va faire relire ces questions, il va les retravailler plusieurs fois, les mettre dans le bon sens, les tester, et il va arriver à ces fameuses 11 questions. Donc le bouquin, il fait quand même en français, hein, avec grosso modo la préface, l'intro, etc. Il fait environ 620 pages. Il est très très complet. Et dedans, il interroge, donc moi j'ai compté 133 répondants. Lui, dans l'intro, je crois, évoque 140 personnes. Alors je pense qu'il a en fait sollicité énormément plus de personnes. Mais forcément, il y a plein de personnes qui ne lui ont pas répondu. Il y a des personnes qui lui ont répondu, mais qui n'ont pas voulu en fait répondre aux questions par manque de temps et tout. D'ailleurs, il va dans son ouvrage laisser 2 ou 3 réponses négatives en exemple, tellement elles sont bien écrites et bien posées. Et donc, il y a pas mal de choses intéressantes. Déjà, pour commencer, donc il y a toute la liste des personnes répondantes dans l'index. Ce qui est rigolo, c'est que sur les 133 personnes interrogées, moi, en tant que bon petit français, j'en connais une petite dizaine maximum. Donc, dans celles que je connais, je peux te les citer. Hein. Il y a Vitalik Buterin, connu pour être un des cofondateurs, si ce n'est le fondateur d'Ethereum. Ray Dalio, hein, dans la finance, Jimmy Fallon dans le divertissement. Je connaissais aussi Matthew Fraser, parce que c'est un crossfitter, un champion de crossfit qui est assez impressionnant. Yuval Noah Harari, puisqu'elle a écrit le livre Sapiens que j'ai moi-même lu. Tony Hawk, le skater. David Lynch, donc le réalisateur de séries et de grands films connus. Naval Ravikant, dans Investisseur de talent. Et puis Maria Sharapova, sportive confirmée et reconnue également. Tous les autres, bizarrement, alors après avec les biographies, puisqu'à chaque fois vous avez un petit paragraphe expliquant en fait la vie, la biographie rapide de la personne. Donc il y a quelques personnes que je connaissais de loin, en ayant lu la biographie, je me dis ah oui effectivement oui, je connaissais. Mais en tout cas à brûle pour point, en lisant cette liste de personnes, on se rend compte que la culture et les connaissances
de réseaux américaines, bah, c'est pas forcément les mêmes qu'en Europe ou en France. En tout cas, le temps que ça vienne jusqu'à nous, ça met toujours un peu de temps. Donc pour reprendre, l'auteur il pose une base de 11 questions. Et lorsqu'il envoie les emails, il propose à l'invité de ne répondre qu'à 3 ou 5 questions. C'est assez important parce qu'effectivement, bah, tu reçois un pavé 11 questions. Tu peux avoir un petit peu la flemme de répondre à tout. Là, au moins, si tu dis 3 à 5 questions, bah, ça permet que les gens qui étaient peut-être les plus sceptiques vont répondre plus facilement. Avant de rentrer dans le détail, moi, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'il a dressé en fait sa liste de personnes idéales à qui il voulait poser les questions. Et en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'il se met pas de barrière. C'est-à-dire que voilà, c'est l'inimaginable. Et en fait, bah, il se rend compte que, alors c'est du travail, hein, il relance, il y a des échanges d'emails, sûrement avec les personnes qui peuvent mettre en contact aussi. Voilà, il y a eu énormément de travail de préparation. Normalement, il s'est pas mis de barrière et il a réussi à avoir la plupart des personnes qu'il souhaitait. Je crois que dans les rares personnes qu'il n'a pas eu, c'est le Dalai Lama. Je sais même pas s'il l'a pas eu depuis sur son podcast ou lors d'une interview. En tout cas, c'est hyper intéressant et son intro est très sympa. Il t'explique vraiment chaque question, pourquoi il a posé cette question-là et tout le processus de création de son ouvrage. Alors les 11 questions, ce que je te propose pour en tirer l'essence du livre et surtout te donner appétence pour le lire plus tard, c'est de lire les questions. Et à chaque fois, je me permettrai de répondre ce que j'ai retenu avec le livre, et notamment parfois de citer un répondant qui a ajouté une réponse à la question qui m'a particulièrement touché ou marqué. Et puis moi, je te donnerai mes propres réponses personnelles. Et tu vas voir, ça va être assez sympa. Donc la première question, c'est quel livre avez-vous le plus fréquemment offert et pourquoi? Quels sont les ouvrages qui vous ont le plus influencé dans votre manière de vivre? Alors cette question, bah, on est en pile dedans. Tu sais que moi j'ai une passion pour les livres et ça commence par cet épisode de revue de lecture. Et donc en fait cette question c'est une mine d'or parce que si tu cherches des idées de lecture autour du développement personnel de façon très large, de la culture, etc., bah, ce bouquin c'est une mine d'or parce que chaque répondant va d'ailleurs parfois citer plusieurs livres. Donc pour information, il donne dans son introduction le top 5 des livres les plus cités. Donc, c'est des livres qui ont été cités minimum 2 fois par des personnes, voire plus. Donc, dedans, tu as Découvrir un sens à sa vie de Viktor E. Frankl. Excusez-moi si j'écorche les noms dans cet épisode. The Rational Optimist de Matt Ridley. La part d'ange en vous de Steven Pinker. Sapiens de Yuval Noah Harari. Et Pour Charlie's Almanac de Charlie Munger. Alors, je ne connaissais pas du tout la plupart de ces ouvrages, donc il faudra que je les lise parce que je ne les connaissais pas. Le seul que je connais vraiment et que j'ai lu, c'est Sapiens de Yuval Noah Harari. Sapiens qui était très intéressant. Alors, c'est pas l'objet de ce podcast-là, mais sur l'évolution humaine en fait depuis la création de l'être humain, comment l'être humain a dépassé les autres espèces notamment. Donc très très intéressant. Et pour Charlie's Almanac de Charlie Munger, alors j'ai regardé, je l'ai pas forcément trouvé tout de suite en vente. En fait, je pense qu'il existe en anglais, mais je l'ai pas trouvé bizarrement en français du premier coup. Mais en regardant de plus près sur un site de commande bien connu, je me suis aperçu qu'en fait, il venait seulement d'être édité en français. Donc, il s'appellera l'almanach de ce bon vieux Charlie, dans la traduction, l'esprit de la sagesse de Charles T. Munger. Et en fait, donc pour 32,90, il est commandable. Il paraîtra dans quelques temps. Alors, je sais pas quand je vais sortir ce podcast, mais en tout cas, sache que tu pourras le commander. Et moi, je vais le commander pour le lire. Parce que Charles Munger, c'est un investisseur en plus très connu. On parle souvent de Warren Buffett, mais on parle un peu moins de Charlie Munger, qui pourtant a écrit des livres et qui, à mon sens, quelqu'un qu'il faut étudier avec les réussites qu'on lui connaît. Donc pour information, tous les donc ça c'est vraiment le top 5. Il existe aussi sur le blog de Tim Ferriss. Je crois qu'il faut que tu tapes tim.blog/booklist. Et donc, il sort le top 20 des livres les plus cités. Et tu as la liste complète de tous les livres cités dans le livre. Donc, ça te permet d'avoir un travail de synthèse assez sympa.
mais tu peux vraiment piocher dans cette liste qui est une mine d'or. Et en plus de ça, bah, tu as plein de commentaires de sa communauté qui disent bah ouais, top la liste, mais je comprends pas que celui-ci n'a pas été essayé, donc ils redonnent des idées d'exemples. Et franchement, moi, je vais continuer à décortiquer ce blog sur les livres parce que c'est vraiment très intéressant. Alors pour ma part, moi, si je dois citer un livre, c'est tout simple. C'est vraiment un classique de la littérature, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était ma première année de lycée, si je me souviens bien, et j'étais vraiment fâché avec la lecture. En fait, je n'aimais pas lire. Dès que je lisais, je perdais ma concentration au bout d'une page, et voilà, c'était un calvaire pour moi de lire. Et en fait, ce livre, il m'a fait vraiment vibrer. J'ai adoré l'histoire. Il est assez court, assez simple à lire, et c'est lui qui a vraiment été le déclencheur de mon goût pour la lecture. Derrière, j'ai vraiment, dans la même période, en l'espace de quelques semaines, enchaîné une dizaine de livres. Donc voilà, peut-être parfois, il faut commencer par les grands classiques, parce que c'est pas pour moi des grands classiques pour rien. S'ils ont traversé les décennies, voire les siècles, bah, c'est qu'il y a une vraie raison. Et donc, un bon petit classique de la littérature simple à lire, ça peut être sympa. Je passe à la deuxième question, qui est: quel est votre meilleur achat pour moins de 100 $ qui a le plus d'impact sur votre vie au cours des 6 derniers mois ou récemment? Super question à se poser, déjà de l'utilité de nos objets, et quand on réfléchit, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai acheté? On se rend compte qu'il y a plein d'objets qui sont inutiles ou qu'on a oubliés, donc bah, ça remet en contexte le fait qu'on peut peut-être se passer de certains achats et faire des économies. Bref, à l'inverse, on se rend compte aussi qu'il y a des outils, des objets qu'on a achetés pas forcément très chers et qui changent notre quotidien. Alors dans les répondants, en fait, là, je vais pas vous citer quelqu'un en particulier, mais on se rend compte, et ça c'est très intéressant comme leçon, que forcément il y a énormément de choses autour du confort et du bien-être, souvent autour du sommeil, surtout aussi au niveau de l'écoute. Comment écouter de la musique, comment se mettre en méditation, etc. Donc il y avait aussi des objets que je ne connaissais pas, par exemple les Sleep Phone. Donc c'est un produit qui a été créé par Matt Ridley, et d'ailleurs il est cité pour un de ses meilleurs livres, hein, dans le top list, mais aussi par Naval Ravikant dans son interview. Voilà, donc les Sleep Phone qui sont un objet, comme son nom l'indique, qui t'aide à dormir. Et en règle générale, il y a aussi donc le sac à dos pour les hommes qui revient. Il y a beaucoup d'objets, voilà, comme les bouchons d'oreilles. Il y a aussi la couverture lestée. Donc je parlais de la qualité du sommeil, je connaissais pas du tout. Une couverture lestée qui te permet en fait d'appuyer un peu plus sur ton corps pour avoir des bienfaits physiques à tester. Et puis au-delà des objets, il y a aussi beaucoup de personnes qui citent des apps ou des services. Donc je trouve ça intéressant, c'est qu'au-delà des objets, bah, il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils n'ont pas hésité en fait à payer un service, hein, comme Audible, Blinkist ou 1Password, et qu'en fait, bah oui, ils ont payé une petite somme, ou c'est une petite somme mensuellement, mais à côté de ça, bah, ça leur change la vie de façon draconienne. Ils sont très heureux de ça. Donc à méditer, hein, c'est vrai que parfois on n'y pense pas, mais il y a des applications, bah, qui valent vraiment le coup dans notre contexte. La troisième question, c'est: de quelle façon un échec ou prétendu échec vous a-t-il préparé pour une réussite ultérieure? Et à l'inverse, par l'inverse d'ailleurs, quel est votre meilleur raté, tout simplement? Alors moi j'ai beaucoup aimé la réponse, c'est de Susan Cain. Susan Cain qui est auteure. Et donc, je vais pas lire en fait je vais pas lire ce qu'elle a écrit, c'est un petit peu long, mais grosso modo, elle a travaillé super dur pour être avocat, donc forcément études d'avocat très très longues, etc. Elle travaille plusieurs années dans un cabinet d'avocats, et un jour elle est sur le point de devenir associée. Donc elle attend une réponse, et en fait du jour au lendemain, on lui dit bah non, ce n'est plus d'actualité. On lui dit pas si c'est en suspens, si c'est plus du tout d'actualité. En tout cas, elle se prend, comme on dit, une grosse carotte. Et donc là, bah, au lieu de passer et de continuer, non, elle s'effondre en larmes devant la personne. Elle demande aussi sec un congé pour son après-midi. Elle va marcher, faire plusieurs tours de Central Park, etc. Et en fait, elle a un coup de nerf. Elle décide de se mettre à écrire, voilà, en se posant la question de ce qu'elle a toujours rêvé de faire, c'est l'écriture. Donc elle se met l'après-midi même à écrire. Elle prend tout de suite rendez-vous pour faire des cours d'écriture.
Elle se lance et en fait, moi, ça m'a choqué, c'est son témoignage, c'est la radicalité du truc où finalement, en quelques heures, boum, elle décide, bah ok, ils veulent faire ça, bah, moi, qu'est-ce qui me fera plaisir, qu'est-ce qui va me rendre heureuse. Elle change radicalement son fusil d'épaule et en fait, bah, elle en a fait sa vie aujourd'hui, auteur à succès, best-seller, etc. Et ben, elle a super bien réussi. Donc, comme quoi, parfois, on peut prendre des virages, on va dire soudains et rapides, et ça peut fonctionner. Donc, super témoignage. Me concernant, là, je rentre un peu dans mon intimité, mais je dirais que mon pire échec, c'était en élève de 4e. J'étais vraiment un mauvais élève. Et en fait, je faisais plein de bêtises. Voilà, j'aimais bien faire des bêtises avec mes copains, amuser la galerie. Jusqu'au jour où à force de faire des bêtises, je me suis retrouvé en conseil de discipline. Et ça a vraiment été un déclencheur pour moi, parce que je voulais absolument aller chercher une seconde option, seconde européenne, hein, dans les langues. Et donc, je suis passé de la 4e à la 3e, de mauvais élève à élève modèle, puisque j'ai non seulement eu des très bonnes notes à l'école pour avoir un très bon dossier pour l'avenir sur ma seconde européenne, mais en plus de ça, bah, j'ai eu à cœur d'accompagner les élèves en difficulté, et j'étais délégué de ma classe et délégué de mon collège. Et donc, bah, les conseils de discipline, je les faisais, mais de l'autre côté, en tant que élève aidant les autres en difficulté. Donc, c'était une expérience douloureuse, mais finalement qui s'est avérée très payante pour moi pour l'avenir. Alors, la 4e question, c'est: qu'inscririez-vous sur un panneau publicitaire géant? Le but étant de laisser un message à des millions de personnes. Cela peut être un texte ou une citation. Alors, je fais une aparté avant de répondre à la question. D'ailleurs, les citations, il y en a plein qui viennent entrecouper les interviews dans le livre. Donc c'est pareil, hein, j'en ai pas extirpé du livre pour vous les présenter, mais il y en a quelques sympas qui valent le coup. Donc pour répondre à cette question de panneau publicitaire géant, moi j'ai choisi la réponse de Tim McGraw, qui est un musicien très connu. Alors moi je le connaissais pas. J'ai regardé sur Spotify, bon c'est musicien à chapeau de cow-boy, très à l'américaine, mais ses titres ont l'air super sympas. Et donc sa réponse c'est, je vous le cite du coup: j'écrirai papa. On attend beaucoup de choses de sa mère. Maman va le réparer, maman va s'en occuper, etc. Mais en tant que père de fille, la façon dont je leur parle et dont je les traite joue sur la façon dont elles se considèrent. Me rappeler que je suis père me donne envie d'être le meilleur parent possible pour mes enfants. Croyez-moi, je suis parfois un mauvais père. Souvent même. Mais écrire simplement papa sur un panneau publicitaire serait super pour qu'on s'en rappelle à quel point un père est important. Ça m'a vraiment touché, ce témoignage de Tim. Simplement parce que moi je suis papa aussi de 2 petits-enfants, hein, entre 6 ans et bientôt 3 ans pour le deuxième. Et c'est vrai que dans la société, on entend souvent la mère, en tout cas, on peut entendre souvent ce discours de dire, bah, le papa qui travaille, voilà, la mère au foyer, et du coup, ça crée aussi une polémique de dire, bah, le père, il s'engage pas suffisamment avec les enfants, il laisse pas suffisamment de place à la femme pour se développer professionnellement, et donc il s'occupe pas suffisamment du quotidien. Mais en fait, dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de papas, on dénigre les papas, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, moi, mon rôle de papa, je le prends très au sérieux. Voilà, je m'occupe beaucoup de mes enfants, de les développer dans leurs activités au quotidien. Je fais leur linge, je fais leurs cours, je les emmène à leurs activités. Et voilà, et ça m'a touché de remettre au centre que, bah, le fait d'être papa, c'est aussi un beau succès dans la vie. Et donc moi, pour vous répondre à ce que j'ai créé sur un panneau publicitaire, alors j'étais pas hyper inspiré, mais ce que j'ai envie de reprendre et ce qui ressort beaucoup aussi dans le livre, c'est: souris, la vie est belle. Voilà, profite, essaye de mettre de côté tous les petits tracas qui ont pas d'importance finalement, et essaye d'apprécier ta vie au jour le jour. Je pense que c'est super important. En question 5, c'est: quel est l'un des meilleurs investissements ou l'un des plus rentables que vous n'ayez jamais fait? Temps, argent, énergie, etc. Bon, la question, forcément, rentre dans le dur, hein, vif du sujet. On est sur un podcast de revue lecture, mais aussi de développement financier et personnel. Donc là, les réponses ont été toutes très intéressantes. Ça a été dur de choisir. J'ai particulièrement apprécié celle de Adam Fisher, qui est responsable immobilier chez Soros Fund Management. Donc je vous la lis. Mon meilleur investissement l'an passé a été un coach de performance. J'ai toujours apprécié le concept du coaching, mais j'ai été lent à franchir le pas. Je suis persuadé que les performeurs de haut niveau ont besoin d'un coach.
Je suppose, que des menteurs peuvent faire l'affaire pour beaucoup, mais pour moi, un coach est différent. Les coachs se concentrent sur vous en premier lieu, alors que les mentors se concentrent d'abord sur eux-mêmes et vous passez au second plan. De plus, un bon coach vous construit un régime conçu pour vous améliorer, alors qu'un mentor ne fera que vous conseiller. Alors, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ça, surtout que les mentors sont très à la mode. Et puis, le titre du bouquin s'appelle La tribu des mentors. Néanmoins, je trouve sa réponse intéressante. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que quand on veut arriver à un certain résultat ou qu'on doit passer une étape difficile, le coach, en fait, qui n'est pas forcément la première chose qu'on va faire parce que ça a un coût, mais le coach est juste primordial. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, en autodidacte, je peux le faire moi-même. Ça sert à rien de dépenser de l'argent et pour autant un gros budget pour un coach. Et en fait, si je prends mon exemple perso, cette année, je me suis remis assez sévèrement au sport. Je fais très attention. Et en fait, j'ai pris beaucoup de recul sur moi et je me suis dit, oui, mais du coup, je pars d'un peu plus loin qu'il y a 10-15 ans. Il y a plus de boulot. La difficulté va être que je dois tenir sur la longueur. Et si je veux progresser vite et longtemps également, je vais avoir besoin d'être aidé sur le programme, psychologiquement, la motivation, comment corriger mes exercices pour être sûr qu'ils soient faits de façon très efficace, etc. Et donc, j'ai pris un coach. Et c'est la meilleure décision de ma vie, puisque j'ai vraiment progressé à atteindre un super niveau en peu de temps. Et en fait, le budget, certes, c'est important, mais tu réalloues en fait ta vie et des autres budgets par rapport à cette priorité-là. Et donc, je suis très content de cet investissement, je ne regrette pas du tout. Si je dois répondre à la question, quel est le meilleur investissement ou les meilleurs investissements de ma vie, je dirais mes enfants. Ça fait écho à Adam Fischer, mais forcément, tout le temps que je donne à mes enfants, je suis très heureux de leur consacrer et ça me fait du bien. Et le deuxième, c'était ma première résidence principale, ma première maison. J'ai gagné l'équivalent de 2 salaires en à peine 3 ans de détention. À l'époque, ma banquière m'avait dit, on était sur l'île et on voulait déménager, redéménager, revenir sur Rouen. Et à l'époque, ma banquière elle disait non, attendez de revenir sur Rouen, n'investissez pas dans votre maison, vous allez perdre de l'argent avec les frais de notaire, etc. Puisqu'on dit souvent qu'une maison doit se garder en moyenne 7-8 ans pour être rentable. Alors c'était totalement faux puisque en fait la maison on l'a vendue avec 40 ou 50 000 euros de bénéfices, donc on a eu de la chance qu'on l'avait bien acheté, on l'a bien vendu. Néanmoins, pas toujours écouter les conseils. Et puis voilà, dans le cas en plus d'une mobilité pour raison professionnelle, sur la résidence principale, non seulement il n'y a pas la banque n'a pas le droit de demander des frais de remboursement anticipés. Et puis vous savez que sur la vente de résidence principale, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc ça a été tout bénef pour nous. Ça m'a vraiment fait un choc. C'est un des plus gros gains que j'ai eu en si peu de temps. Et donc c'est une des choses qui m'a fait dire que l'immobilier avait vraiment de la puissance pour gagner de l'argent. Question 6, c'était: avez-vous une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que vous adorez? Eh bien là, j'ai choisi la réponse d'Amélia Boone, qui est quadruple championne de course, d'orientation et d'obstacles. Et Amélia nous dit: à chaque grand événement dans ma vie, que ce soit une course, changer de métier ou une rupture, j'associe une chanson. Ça me vient spontanément. Ce que j'écoutais à l'époque, des paroles qui me touchaient à un moment donné de ma vie, une chanson que je chantais en boucle pendant une course. J'ai toutes ces chansons sur une playlist, organisée de façon chronologique. Quand j'écoute ma playlist, je refile ces instants, bons ou mauvais. Ça compte énormément pour moi et ça me remémore des souvenirs ou des grands événements. J'ai adoré sa réponse. Moi, j'ai pas de réponse par rapport aux choses curieuses. Alors, il y a des interviewés, je trouve c'est intelligent, qui demandent en fait à leurs proches, à leurs enfants, à leurs conjointes. Et donc, ça permet d'avoir une vision claire de ces habitudes inhabituelles. En tout cas, dans les chansons, je me retrouve un petit peu parce que j'ai pas de playlist particulière, mais en tout cas, effectivement, il y a des chansons quand on les réécoute, pouf, on est plongé directement dans un instant de notre vie. Ça nous rappelle plein de choses. Donc, je trouve que c'est un exercice de rétrospection très intéressant. La question 7, c'est: au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré votre vie? Eh bien là, j'ai sélectionné la réponse de Tim Urban, qui est un blogueur connu.
En travaillant selon son propre horaire, on pourrait être tenté de croire qu'on ne joue pas avec les règles de la société. On travaille chez soi en pyjama, on est inspiré pour écrire à 3 heures du matin, on ne met jamais de réveil, etc. J'ai toujours été fier de ne pas faire les choses de manière conventionnelle et puis je suis un flemmard. Alors j'avais cette vision romantique du travail à domicile. Le hic, c'est que ça ne me convenait pas. Je finissais les choses quand j'avais une date butoir. Mais sans, j'étais atrocement improductif. Je faisais semblant de travailler et je n'avais pas vraiment de sentiment d'insouciance une fois le travail terminé. Je me suis récemment rendu compte de l'avantage d'aller au bureau de 9h à 17h. J'ai donc arrêté d'écrire chez moi. Je m'habille et je vais travailler au café. Je me couche à une heure normale et je mets un réveil. Alors cette réponse, elle m'a tué, elle m'a fait rigoler. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, etc., on fait tout le temps l'apologie des auto-entrepreneurs, des solopreneurs, mais plutôt en mode influenceur, en mode je suis chez moi, je suis en remote à Dubaï ou je ne sais où, en train de kiffer ma vie, prendre le soleil. Or, on sait que c'est une partie cachée de l'iceberg. Ceux qui réussissent, c'est qui travaillent. Eh bien, il y a du travail derrière. Et donc, du coup, il y a de l'effort, il y a de l'intensité et dans la durée. Et donc, voilà, il a mis le doigt sur une vérité. Et il a dit avec grande humilité qu'il, lui, n'arrivait pas à le faire, que ça ne convient pas à tout le monde. Et je pense que je suis en partie comme lui. Il y a des choses que j'arrive à faire à la maison, comme lire longtemps, comme faire le podcast. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai un peu plus de mal, sur lesquelles je pourrais procrastiner, je pense. Et je pense également que le fait d'être entouré physiquement, pas que à distance, mais socialement dans le travail, ne serait-ce que dans un coworking, ça a quand même une utilité. Concernant moi la nouvelle croyance que j'ai développée au cours des derniers mois et des dernières années, pour vous donner ma réponse, c'est mon ressenti, c'est vraiment que je pense avoir compris la puissance du passage à l'action et la constance dans le temps. Alors le passage à l'action, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de maîtriser tout le sujet avant de me lancer. Donc je vais parfois très loin dans l'étude, que ce soit dans les livres, dans les vidéos YouTube, dans les témoignages, et j'ai parfois du mal à déclencher en fait le fait de passer à l'action, pardon. Mais c'est vrai que parfois en fait, faut pas tout maîtriser, il faut juste se lancer, et c'est en avançant qu'on va vite apprendre. Et en fait là, l'apprentissage va être démultiplié. Et ça, je m'en suis rendu compte dans pas mal de choses. Quand je me mets à bricoler, parce que je suis pas un grand bricoleur, et quand j'initie quelque chose, parfois je réussis tout de suite, parfois je réussis pas, mais en tout cas j'apprends et je gagne en compétences pour les fois d'après. Et la constance, les 2 ou 3 projets qui m'ont vraiment procuré du plaisir, où il y a vraiment eu de la réussite au bout, c'est parce que en fait, j'ai transformé cet apprentissage en volonté de l'appliquer, d'en faire quelque chose, et je l'ai fait perdurer. Donc je me suis forcé à pas abandonner au bout d'1 ou 2 mois. Parfois je suis un peu slasher, je pars sur des choses puis j'arrête, ce qui est bien. Mais sur certains sujets, je me suis dit: «OK, pourquoi tu veux l'entreprendre? Si tu veux l'entreprendre, c'est pour cette raison, c'est qu'il y a une finalité, tu vas au bout. Et comment tu vas au bout? Comment tu mappes? Comment tu planifies tout ça?» Et ça a été une vraie réussite pour moi. Je reprends l'exemple du sport, où j'avais des objectifs et je les ai atteints en quelques mois avec cette rigueur-là. J'en profite aussi pour faire un aparté sur cette question, sur les nouvelles croyances. En fait, il y a énormément de réponses, ça m'a vraiment marqué. Je dirais peut-être 8 sur 10 au moins, il faudra qu'on fasse la stat avec le bouquin. Mais énormément de répondants ont évoqué la méditation, tout ce qui est le yoga, la pleine conscience, méditation transcendantale, marche en pleine conscience, tout ce qui est autour de tout ça. Et en fait, ils ont fait des routines, mais pas forcément que matinales, hein, routine journée, soir, etc. Il y en a qui font des retraites de méditation, mais ça va vraiment marquer, parce que pour qu'autant de personnes qui ont réussi citent ça, c'est vraiment que ça fonctionne et qu'il y a une importance à mon avis à étudier ce sujet. D'ailleurs, dans les livres cités, énormément de livres autour de la méditation ressortent, et ça m'a vraiment, vraiment donné envie d'étudier la chose de plus près. Et donc, je pense que je vais commencer à lire quelques livres. Donc d'ailleurs, dans les livres qui étaient plutôt bien cités, je m'en suis noté un, puisque en fait la personne est française, ou en tout cas a vécu en France, si j'ai bien compris. Donc c'est La paix en soi, la paix en marche, de Thich Nhat Hanh. Excusez-moi si j'écorche le nom.
Voilà, c'est commandable. Et donc ça, Tim Ferriss dit aussi dans son ouvrage que ce livre l'a beaucoup aidé. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci si t'es chaud d'initier le mouvement avec moi. Voilà, je commence par cet ouvrage. Je vous ferai peut-être un débrief et une revue de lecture dessus si ça a été percutant. La 8e question, c'est quel conseil donneriez-vous à un étudiant malin qui va se lancer dans la vie active et quel mauvais conseil devrait-il ignorer? J'ai vraiment aimé le retour de Drew Houston, qui est PDG et cofondateur de Dropbox. Alors, je connais pas son nom, mais je connais Dropbox, ce fameux logiciel transfert de fichiers. Je vous cite en fait ce que Drew dit. Donc, j'y ai beaucoup réfléchi lors de mon discours de remise de diplôme au MIT en 2013. J'ai dit que si j'avais pu me donner une anti-sèche à 22 ans, il y aurait eu 3 choses dessus. Une balle de tennis, un cercle et le nombre 30 000. La balle de tennis représente le fait de trouver quelque chose qui vous obsède. Un peu comme la chienne que j'avais quand j'étais petit et qui devenait folle dès qu'on lui lançait la balle. La plupart des performeurs que je connais sont obsédés par l'envie de résoudre un problème qui a beaucoup d'importance à leurs yeux. Le cercle fait la référence à l'idée que vous êtes la moyenne de vos 5 meilleurs amis. Assurez-vous de placer dans un environnement qui tire le meilleur de vous-même. Et enfin, le nombre 30 000. Quand j'avais 24 ans, je suis tombé sur un site internet qui disait que la plupart des gens vivaient environ 30 000 jours et j'ai été choqué de découvrir que j'en avais déjà vécu plus de 8 000. Il faut faire en sorte que chaque jour compte. Bon bah voilà, je rejoins ces 3 grandes idées et c'est joliment dit avec des belles images, des belles métaphores. Le fait notamment, on entend souvent, nous sommes la moyenne des 5 ou 10 personnes, peu importe qui nous entourent. Bah, c'est vrai, je trouve que d'avoir des gens qui vous donnent de l'envie, vous entourage, brassent toujours du positif, vont entreprendre des choses, vont vous montrer, vous tirer, bah ça joue complètement sur l'envie de faire aussi et d'aller de l'avant, plutôt que des gens qui sont toujours négatifs, j'en connais. Et voilà, des gens, tu leur dis bonjour, ils tirent la tête, ils sont pas motivés, ils sont toujours mal quelque part, pour des mauvaises raisons. Voilà, et donc tout à fait d'accord. Et effectivement, le fait de profiter de chaque jour, hein, on le dira, c'est peut-être un grand concept qui paraît un peu bébête comme ça, mais on ne dira jamais assez. Moi, concernant un mauvais conseil qu'on m'a donné souvent et que je dirais à tous les étudiants d'éviter, c'est en fait de jouer la sécurité. Et souvent les entreprises, hein, quand tu es salarié, c'est estime-toi heureux d'être là, sois reconnaissant d'avoir cette proposition de boulot, d'avoir ce statut, ce salaire. Et en gros, on t'engraine à ne pas être exigeant avec les autres et donc avec toi-même. Et en fait, non, surtout quand tu es jeune, tu as un boulevard devant toi, t'as pas forcément de difficultés. Alors, ce n'est pas tout le monde, je parle avec des guillemets, mais souvent, tu es chez papa, maman, t'as pas forcément de difficultés financières quand tu es jeune. En tout cas, tu en as moins que quand tu es père de famille. Et donc, tu peux bouger, tu peux aller d'une boîte à une autre. Profites-en, en fait. Fais tes expériences, kiffe ta vie, tu vas chercher des opportunités. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, donc tu vas découvrir de nouvelles choses. C'est peut-être comme ça d'ailleurs que tu vas trouver ta vocation. Et donc, voilà, même si tu restes dans la même branche, n'hésite pas à changer d'entreprise. Là où tu n'es pas désirable, on veut pas te filer un pauvre 50 balles à la fin de l'année alors que tu estimes que tu as fait ton boulot. Et ben, change d'entreprise, tu vas gagner 3 fois plus en changeant de boulot. Et donc, et tu vas t'éclater. Voilà. Donc, n'hésite pas, profite et fais plein de choses qui te plaisent. 9e question, c'est quelles sont les mauvaises recommandations que vous entendez dans votre métier ou domaine de compétences? Donc, ça fait un petit peu écho à la première, forcément. J'ai adoré la citation de Naval Ravikant qui nous dit « Vous êtes trop jeune ». Ça, c'est pour lui une très mauvaise recommandation. Et donc, il continue par « La plus grande part de l'histoire a été construite par de jeunes gens. Ils en ont simplement obtenu le crédit en vieillissant. La seule manière d'apprendre quelque chose, c'est en le faisant. Certes, écoutez des conseils, mais n'attendez pas. » On est bien d'accord, donc toujours dans la verve de passer à l'action. Apprécier le moment présent, ne pas repousser et y aller, ne pas avoir peur. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc un gros pouce un gros j'aime pour Naval Ravikant. La 10e question, c'est depuis ces 5 dernières années, à quoi dites-vous non plus facilement? Quelle nouvelle approche ou réflexion vous y ont aidé? Avez-vous d'autres conseils?
Alors cette question, j'ai vraiment apprécié parce que moi-même j'ai beaucoup de mal à dire non. Il faudra que je travaille là-dessus, mais je pense pour des raisons qui me sont pas étrangères, mais qui sont un peu plus profondes. Peut-être la peur de ne pas satisfaire, l'envie de toujours vouloir aider les autres, peut-être ce côté altruiste, mais notamment avec mon entourage social. Et donc c'est justement ce qui revient, et ce qui est à mon sens, en tout cas pour moi, pas facile et pas évident à réaliser. La plupart des répondants disent qu'ils arrivent de plus en plus à dire non à leur entourage social. Pas qu'ils les aiment pas qu'ils s'en préoccupent pas, mais que ils vont moins au resto, que c'est moins systématique, qu'ils prennent plus et donc du coup que ça prend plus, ils prennent plus de temps pour eux, pour leur bien-être, pour leur développement. Et un truc hyper important, c'est qu'ils vont enlever toutes les sollicitations virtuelles, donc les emails qui pullulent et les notifications sur le smartphone. Je pense que vous êtes forcément touché par ça. Maintenant, le téléphone, c'est une vraie guirlande puisque maintenant la plupart des applis, de toute façon, faut en téléchargeant autoriser les notifs, tout ça. Donc, si après on prend pas le courage à deux mains pour aller enlever les notifs, forcément, on est pollué des fois de trucs qui servent totalement à rien. Et donc d'ailleurs, j'ai découvert, je ne sais plus comment, je crois, à travers un des meilleurs investissements d'un des répondants, l'application Freedom que je connaissais pas du tout, qui est mondialement connue et qui permet justement de choisir des temps de pause où en fait c'est un adblock, enfin pas qu'un adblock, hein, il bloque finalement toutes les notifications des applis que tu veux, des sites que tu veux, pour avoir vraiment un temps de concentration, un temps pour toi, que ce soit un temps pour le travail ou un temps en famille, avec tes enfants, etc. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Pardon. De mon côté, excusez-moi. De mon côté, ce que je trouve top, je reprends. Enfin, de mon côté, ce que j'ai trouvé très très dur sur le non, c'est quand j'ai recommencé le sport et fait attention à mon équilibrage alimentaire. Eh bien, quand je sortais notamment en repas de travail, en fait, c'est de dire non à la bière et au cheat meal. Je trouve que il y a une espèce finalement de pression sociale où quand tu ne prends pas d'alcool, on te dit alors, qu'est-ce qu'il se passe, t'es malade. Alors, on se fiche un petit peu de toi. Et pareil, dès que tu prends un truc tout simple, genre un blanc de poulet avec des pâtes sans sauce, etc., la même chose. Et en fait, je comprends pas cette pression sociale. En fait, c'est moi qui suis peut-être dans le bon comportement de faire attention à ma santé, etc. Et c'est moi limite qui devrais vous titiller. Mais finalement, comme tu as 9 personnes qui sont dans cette optique-là et toi, tu es juste un sur les 9, sur les 10, eh bien, c'est très très dur de répondre à ça, de dire non. Donc au début, ça me semblait vraiment farfelu et voilà. Et puis à la fin, c'est devenu une habitude et donc ça me gênait plus du tout. Et finalement, j'ai tiré le positif de ça, c'est dire que les gens sont impressionnés par ta force de conviction et le fait de ne pas craquer, ne pas céder finalement à la pression sociale. Et puis à force que tu vois les mêmes personnes, en fait, ils ont pris l'habitude et ils se posent même plus la question. Donc pense à toi et fais-le. Et la deuxième chose qui est très très dure aussi pour moi, mais qui est important si tu veux constituer une épargne solide, c'est les achats impulsifs. Des trucs très très banaux, mais finalement de dire voilà, tu vas au supermarché, tes enfants c'est le racket permanent au rayon jouet, à la caisse où il faut le paquet de chewing-gum à 3 €, la boîte de Tic Tac à 5 balles. Bon le fait de dire non, que ça soit pour toi ou pour tes enfants ou pour tes proches, ne serait-ce que sur les achats à moins de 10 € qui sont pas très chers, tu verras que sur une journée, sur une semaine, sur un mois, tu fais très 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 rapidement des économies. Donc c'est encore difficile pour moi, mais je le pratique de plus en plus parce que je me rends compte de la puissance de la chose. En 11, c'est la question: lorsque vous vous sentez submergé ou déconcerté, ou que vous avez temporairement perdu votre objectif de vue, que faites-vous? Alors là, j'ai vraiment apprécié la réponse de Matthew Fraser, le CrossFit man super connu et qui a remporté plusieurs fois le titre de champion du monde de CrossFit. Il dit: dans ce cas, je dresse des listes. Ça peut paraître bête, mais ça marche pour moi. J'ai toujours un carnet de notes à portée de main. J'ai constaté que je me sens dépassé quand je pense à quelque chose qui comporte trop d'étapes, trop de variables. J'ai du mal à y réfléchir correctement. Alors, ma solution est d'écrire les étapes. Parfois, je commence par la solution souhaitée et je reviens en arrière pour trouver comment atteindre cet objectif. Parfois, il s'agit simplement de faire une to-do,
une to-do list pour m'aider à organiser ma journée. Super réponse. Moi-même, j'aime bien passer sur de l'écrit, parfois ordi, téléphone. Alors téléphone pour l'immédiateté de la chose, parce que quand tu as une étape, une idée, quand tu es au sport, quand tu es dans le vif, etc., et que tu n'as pas forcément de quoi noter, le téléphone, tu l'as souvent dans la poche, donc tu peux noter. Mais c'est vrai qu'avoir un carnet sur soi, un petit, c'est top. Et moi, j'aime beaucoup coucher les choses sur papier. Ça m'aide plus à réfléchir, à organiser, bizarrement, que sur téléphone ou avec toute application qui est fait pour ça. Et donc, moi, j'adore notamment les carnets Moleskine qui sont très connus. Une belle pochette en cuir, un papier super sympa. Ça existe en page blanche pleine, en quadrillé, en agenda, tout ce que tu veux. Et alors, j'ai plus le nom, je l'ai perdu. Je le remettrai en commentaire si je le retrouve. Mais il y a aussi un répondant qui parlait d'un certain carnet japonais très connu et assez haut de gamme. Effectivement, en regardant un peu sur Internet, il y a pas mal de carnets japonais qui sont très sympas. Donc, ça m'a donné envie de racheter des carnets. Attention aux achats impulsifs. Voilà, on arrive à la fin de ces questions. La question 11 étant la dernière. Je sais pas ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, ça a été vraiment une mine d'or, une source d'informations hallucinante, ce bouquin. L'avantage, c'est qu'en préparant l'épisode, j'ai dû le poncer, le lire, le relire. Mais j'ai encore du boulot. Je pourrais très bien le relire. J'irai de toute manière un peu plus sur le site de Tim Ferriss qui est aussi très intéressant. Je me suis inscrit à sa newsletter qui est en anglais, mais je pense qu'il y a des choses à en tirer. Et puis, je vais essayer tout doucement, même si j'ai un peu de mal parfois avec l'anglais, d'écouter son podcast, puisque pareil, il interviewe des personnes encore continuellement, et donc plein de belles choses. Ce que je te propose, moi, je t'invite à faire cet exercice de répondre à ces 11 questions pour mieux te connaître. Moi, je l'ai fait, et franchement, c'est top. Ça te permet de faire une rétrospection, de repenser à des moments de ta vie, quel message tu veux faire passer, etc. Donc, n'hésite pas à le faire. Ça peut être rigolo aussi que tu choisisses une question et que tu mettes la réponse de cette question en commentaire. Ça peut nourrir le débat. Surtout la question sur les livres, ça m'intéresse énormément. Et de mon côté, je me tâte énormément à travailler sur une version française du livre. Je m'explique, tribu des mentors à la française, où je vais dresser une liste des personnes plutôt connues en France, ou en tout cas peut-être même françaises, et ça s'intitulerait du style, je sais pas moi, réussite à la française, et ça permettrait de faire mon propre processus et d'avoir un certain nombre de réponses de personnes que j'admire. Je pense que ça peut être hyper sympa. Alors c'est un énorme projet, mais je me tâte vraiment à le faire. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est une idée saugrenue ou let's go? Je serais intéressé d'avoir ton avis, savoir si toi tu es intéressé. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. N'hésite pas à me faire des retours, ça m'intéresse énormément. Et puis, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Hey, listen! Déjà, si tu as la ref, tu es vraiment un GOAT. Je tenais à te remercier très chaleureusement pour avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu kiffes mon contenu? Rien de mieux que de le faire savoir. Alors vite, abonne-toi à mon podcast sur ton diffuseur favori. Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou que sais-je. Tu verras, ça se fait en un moins de rien. Si tu as le courage et l'envie de laisser un commentaire, eh bien mine de rien, je t'en serai très reconnaissant. Ciao ciao, à très vite.